J'adore cette image du colibri de chacun fait sa part. Et moi, j'ai la conviction que avec plein de colibris, on va finir par éteindre le feu dans la forêt. Elina Badetz est directrice des services tertiaires d'EDF et elle est passionnée par le leadership. Comment leader face à l'adversité ? Quel est le rôle du manager ? Comment accompagner les équipes vers plus d'autonomie et de responsabilité ? Elina puise dans la pensée de Pierre Rabhi et défend l'idée que nous sommes tous des colibris et qu'ensemble, nous sauverons bien plus qu'une forêt. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Elina. Bonjour Grace. Ça y est, c'est la rentrée. Tu es mon premier épisode de Culture d'entreprise pour cette rentrée de septembre 2023 et je suis vraiment ravie de commencer avec toi. Donc merci beaucoup. On va parler des services tertiaires d'EDF. Pour commencer, on va peut-être clarifier une chose. Tout le monde connaît EDF, le premier fournisseur d'électricité en France. Mais toi, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que sont les services tertiaires d'EDF ? Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, les services tertiaires, j'ai l'habitude de dire à mes équipes, c'est le cœur du corps. Sans nous, rien ne peut fonctionner. Vous n'aviez pas cette image des fonctions d'appui, n'est-ce pas ? Eh bien, on va la changer. Eh bien, nous sommes là pour traiter toutes les activités qui sont essentielles aux opérationnels. Alors, ça commence par la paye, très important, la formation, on a également la comptabilité, la fiscalité, et nous avons aussi le parc automobile, les archives. Donc, vous voyez, tout un ensemble d'activités dites tertiaires, mais qui sont essentielles. Et on a une activité en forte croissance qui est extrêmement intéressante parce qu'elle contribue à la transition énergétique, comme EDF, qui est l'achat d'énergie. Donc, nous achetons aujourd'hui dans mes équipes, nous traitons les contrats, les factures, des achats d'énergie renouvelable. Donc, quand vous faites installer sur votre toit un photovoltaïque, eh bien, nous faisons votre contrat. Voilà. C'est un très beau mix d'activités différentes et très importantes pour l'entreprise. Il y a combien de collaborateurs, du coup, dans ce service ? Alors, près de 1700 collaborateurs, très engagés. D'accord, oui, très engagés. Alors, pourquoi très engagés ? Je dis très engagée parce que je suis très très fière de mes équipes, parce que je pense qu'on a vraiment fait évoluer ce métier, ces métiers dits tertiaires ou de support. On les a modernisés depuis plusieurs années et ce grâce à un mélange à la fois de démarches managériales innovantes et de digitalisation. Ces deux axes ont contribué à faire vraiment une forte transformation du métier et à générer à la fois de la performance à 2 chiffres chaque année, puisque c'est ça aussi qu'on attend de nous dans ces fonctions, et aussi de l'engagement, avec une croissance de l'engagement des salariés mesurée par enquête et des réponses aussi à des questions sur la simplification, sur l'innovation, qui sont en très forte croissance. Pour préparer ce podcast, je suis allée sur le site d'EDF et particulièrement des services tertiaires. Et c'est vrai qu'il est écrit que les services tertiaires d'EDF sont reconnus comme innovants en matière de méthode de travail et de management. Et il est même stipulé que EDF a signé un accord qui vise à faire perdurer les pratiques agiles et innovantes de travail et de management mises en œuvre durant la crise sanitaire. Pour commencer, il y a plusieurs sujets là-dedans. La crise sanitaire, on va en parler. Mais d'abord, les pratiques agiles et innovantes de travail et de management. C'est quoi ces pratiques ? Oui, alors c'est un accord qu'on a appelé TAMA qui d'ailleurs va au-delà des services tertiaires, mais dont j'ai la fierté de dire que nous avons expérimenté, nous avons été le berceau, donc j'adore être sur les démarches innovantes et on a été le berceau de plusieurs démarches, mais aussi de celle-là, et notamment ça vise à travailler en équipe sur nos rites et nos rythmes de travail et adapter, organiser, laisser de la marge de manœuvre aux équipes de manière à ce qu'elles puissent s'organiser, organiser leur temps de travail, organiser leurs moyens de travail. On peut parler de télétravail, mais ça n'est pas que ça. Donc chez nous, on a un télétravail qui est très développé. Et nous avons aussi, alors là, à la direction des services tertiaires, un accord temps de travail récent
qui est très innovant puisqu'il laisse beaucoup de souplesse, des souplesses horaires, des souplesses dans l'organisation sur l'année, des souplesses de mélange de télétravail, voilà. Et pour moi, c'était très important de pouvoir permettre aux collaborateurs de s'organiser, d'organiser leur journée de travail. Je leur dis toujours, écoutez, si vous allez faire du yoga à 16 heures, ça ne me dérange pas, au contraire, c'est très bien. Mais en revanche, vous avez le rituel du matin, vous savez quelle est votre performance attendue, quel est votre travail attendu. Du moment que la perf est là, ou si elle n'est pas là ce jour-là, vous la rattrapez le lendemain. Comment vous vous organisez en équipe? C'est j'allais dire, la concrétisation dans l'organisation du temps de travail de nos démarches managériales collaboratives. Et je pense que c'est apprécié dans les équipes. En tout cas, c'était très important pour moi. Et quand on a fait des benchmarks extérieurs pour renégocier cet accord, on s'est aperçu qu'on était, je pense, déjà bien avancé sur ces sujets. C'est un petit peu dans la même logique que la semaine de 4 jours, qui est défendue notamment par LDLC, qui est vraiment de dire on va vous donner du temps libre pour vous, pas pour faire vos machines, vos courses et ce genre de choses, mais vraiment du temps de plaisir. Comme ça, vous avez un cerveau disponible ensuite pour être plus performant au travail, en fait. C'est ça. Donc, chacun s'organise comme il veut. Dans nos accords temps de travail, on peut avoir des semaines de 4 jours, alterner des semaines de 5 jours, des semaines de 4 jours et demi. Ah oui, d'accord. Avec une population qui reste relativement féminine, je dois dire que le loisir est une chose, peut-être parfois le pli est pris quand même, surtout de s'occuper des enfants, et peut-être pas assez encore de temps personnel. C'est la femme qui parle là, hein, et qui a ce petit regret. Ça viendra peut-être. Mais c'est intéressant du coup tout ce que tu dis sur le télétravail, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de grands groupes qui au final reviennent sur les accords de télétravail post-Covid, quoi. Parce que éloignement des équipes, besoin aussi à un moment de rassembler, de recréer une dynamique de groupe qu'on a moins à distance. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que ça doit être une vigilance de tous les instants, puisque le sujet de la santé est un sujet extrêmement important. Et nos rites à nous, et donc ces accords et la manière dont on les gère, nous permettent de réinterroger régulièrement chacune des équipes et imposent à chacune des équipes de se réinterroger sur l'impact de ces rites, de ces rythmes sur, alors évidemment, la performance de l'équipe, mais aussi le bien-être de l'équipe, l'absentéisme de l'équipe. Et donc, on fait ce REX régulier pour se dire, bon, attention là, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans le mode hybride finalement, les jours où on est censé se retrouver sur site, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On a par exemple parfois certaines équipes qui pourraient avoir tendance à être au bureau, mais finalement avec le casque sur les oreilles, chacun dans une salle. Voilà. Être attentif à tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, on a les outils pour le faire avec nos revues de perf, avec nos REX justement de nos accords TAMA et de nos projets d'équipe. C'est vraiment les équipes qui se prennent en main et qui font ce retour là-dessus. Donc, vigilance, je suis d'accord, mais pour autant, on ne remet pas en question, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, on adapte et on est très vigilant sur les impacts et les conséquences. C'est vraiment les équipes qui gèrent leur emploi du temps, comme tu dis. C'est même au-delà de leur emploi du temps, d'ailleurs. Est-ce que c'était quelque chose qui existait déjà quand toi, tu es arrivé en 2019 ou est-ce que c'est toi qui as mis ces innovations managériales en place ? Alors, quand je suis arrivée, c'était vraiment les balbutiements du télétravail qui n'étaient pas à l'époque ouverts notamment aux populations tertiaires. Il y avait quand même une certaine inquiétude là-dessus de les salariés vont-ils être performants, etc. Tous ces faux débats. Et moi, j'ai beaucoup poussé pour aller là-dessus, mais le télétravail n'est qu'un des pans de la confiance. En fait. Si on favorise le télétravail, c'est parce qu'on a confiance et c'est la même chose pour élargir les plages horaires, pour laisser de la liberté. Et donc tout ça était totalement cohérent avec nos démarches managériales de confiance, de transparence. C'est-à-dire voilà, je fais confiance et en même temps je suis transparente sur ce que je fais ou sur ce que je fais pas, sur ce que je vais pas avoir le temps de faire. Et on a vu que les salariés en télétravail sont extrêmement performants. Et donc ensuite, on a fait les expérimentations. J'ai été dans les expérimentations de ce fameux accord TAMA. Et ensuite, cet accord s'est déployé dans toute l'entreprise. Et nous, on a
des pratiques qui sont peut-être encore plus innovantes sur ces sujets-là, parce que j'ai des très belles équipes, très responsables et très engagées. Tu dis que tu adores toutes les innovations, justement. Est-ce que tu sais d'où ça te vient? À partir de quand? Pourquoi est-ce que tu t'es pris d'intérêt pour toutes ces innovations managériales? Je pense que avant l'intérêt pour l'innovation, j'ai un vrai intérêt pour la performance, pour l'atteinte des objectifs. J'ai une détermination incroyable qui me vient, je pense, de ma deuxième passion, à part le leadership innovant, qui est la danse classique, et qui nécessite d'avoir une ténacité et de se fixer des objectifs et de les atteindre. Donc, je pense que dans mes gènes, j'ai cette envie de me donner des objectifs ambitieux, de les atteindre, de répéter, voilà, de tenir. Et finalement, souvent, en cherchant la perf, on trouve l'innovation et on trouve de la responsabilisation. Et globalement, ce que j'ai trouvé, moi, la financière danseuse rigoureuse qui cherchait la perf, a trouvé une aventure humaine extraordinaire. Et c'est un chemin sur lequel je ne reviendrai jamais. Je pense que c'est le cas aussi de mes collaborateurs. Voilà. Et je pense que je suis vraiment partie de cette envie de réussir, de gagner, et que j'ai pris des chemins un peu différents, parce que l'innovation, en général, ça fait plaisir, ça fait briller les yeux des équipes, et voilà, c'est un levier intéressant. Parce que toi, ton parcours, tu le disais, c'est que tu as une formation de financière juriste et à côté de ça, tu étais danseuse classique à un niveau pro depuis l'âge de 7 ans, c'est ça? Je danse depuis l'âge de 7 ans et je continue à pratiquer, ce qui est assez rare avec une activité professionnelle comme la mienne. Et oui, forcément, ça développe un certain nombre de qualités. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'écrire là-dessus dans un ouvrage sur l'art et le management, parce qu'on fait toujours des ponts là-dessus. En même temps, la danseuse, c'est la ténacité, la discipline, mais parfois, ça peut être aussi un entre-soi féminin, ça peut être pas totalement non plus quelque chose de très authentique. Et forcément, cette base-là a évolué avec mes pratiques managériales et j'y ai ajouté d'autres choses. J'y ai puisé aussi l'humilité. Parce que quand on démarre toutes ces démarches-là, il faut être humble. On essaye des choses, ça marche pas. On se relève exactement comme à la danse et on a envie de continuer et on continue. Voilà, donc c'est à la fois cette alliance aussi de rigidité, de rigueur, de discipline et en même temps de souplesse. Voilà, donc tout ça a beaucoup imprégné forcément mon leadership, je pense. Le leadership aussi doit être plus facile à un moment à mettre en place dans une petite entreprise que dans une grande entreprise. Parce qu'il y a quand même 1700 collaborateurs. C'est conséquent. Comment est-ce qu'on fait justement pour mettre un petit peu de collaboratif dans ce genre de grosse entreprise? Alors, on n'y va pas par pas, hein. C'est comme à la danse, hein. On commence par un tour avant de faire 3 pirouettes, hein. Et donc, on a commencé par des endroits expérimentaux et en travaillant sur certaines équipes. D'ailleurs, à l'époque, j'avais commencé par travailler sur les équipes qui étaient plutôt en difficulté, qui avaient des problèmes de charge ou des fois des problématiques collectives. Et finalement, ça s'est répandu parce que ces équipes étaient regardées après par d'autres équipes et on se disait, ouais, on vit beaucoup mieux dans ces équipes, ils ont des performances impressionnantes. On est venu nous voir aussi de l'externe, donc j'ai eu le plaisir d'accueillir des entreprises externes qui venaient regarder comment on avait fait, et puis ça a petit à petit pris ailleurs. Et ce que je peux dire en tant que dirigeante, c'est que ça m'a vraiment aussi transformée parce que quand on se lance on change vraiment nos pratiques. On abandonne ce côté contrôle qu'on peut avoir. On est obligé d'abandonner beaucoup de nos réflexes, de jugement, voilà, et on doit être authentique. C'est-à-dire que quand vous dites aux gens, bon, alors, on essaye. L'important, c'est de me dire ce qui va pas, d'être en transparence, et que si vous dites, bah ça va pas, on a raté là-dessus, et que vous dites, ah non mais c'est pas possible. Ça marche pas. Mais ceci dit,
Moi, je peux vous raconter les premières fois. Donc, on avait lancé ça chez les comptables. Et donc, je leur avais dit, voilà, on est dans la transparence. L'essentiel, c'est si on a un échec, c'est pas grave. Le tout, c'est de travailler sur le moyen terme. Vous pouvez planter un indicateur court terme, mais on doit le retravailler pour le moyen terme. Déjà, ça, c'est très courageux. Vous n'entendrez pas forcément beaucoup de leaders dire ça. Et quand je l'ai dit devant d'autres leaders, ils m'ont regardé un peu avec des yeux ronds. Et juste voilà, un mois après, quand on avait démarré ces démarches, on se trouve avec une remarque des commissaires aux comptes. Et vous savez, pour un comptable, la remarque des commissaires aux comptes, c'est quand même très, très douloureux. Et bon, maintenant je suis dans cet état d'esprit. Mais à l'époque, quand le patron de cette équipe m'a dit, ben, on a une remarque des commissaires aux comptes, bon, j'ai pris un petit peu sur moi pour pas dire ah voilà. Et j'ai dit bon, ok, alors qu'est-ce qu'on fait comme Rex? Comment on fait? Qu'est-ce que vous faites la prochaine fois? Et ça, c'est pas totalement naturel. Aujourd'hui, ça l'est devenu et je prends un plaisir fou d'aller dans les équipes puisque chez nous, il y a plus de reporting. C'est moi qui vais directement sur leur rythme du matin. Je me connecte sur une équipe, ils ont l'habitude. Ils savent que je suis pas là pour les contrôler, pour les fliquer, mais qu'en même temps, ils n'ont pas de remontée à faire. Et donc, j'assiste à leur revue où ils célèbrent les succès, ils gèrent la charge de travail et ils gèrent aussi leurs irritants et leurs problèmes. Et j'assiste à la détection de leurs problèmes. Parfois, je repars avec un de leurs problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à le résoudre. Ils vont arriver à résoudre la majorité des problèmes, mais pas tous. Et moi, j'ai vraiment une fierté dans ces équipes parce que quand je vois la manière dont ils s'emparent des problèmes, dont ils gèrent les sujets, en transparence avec moi, ils disent bah voilà, hier ça n'a pas marché, voilà. Et ça c'est fabuleux. Et ce qui est encore plus fabuleux, c'est quand ils s'emparent d'un sujet où nous on voit bien arriver la problématique et on se dit bon il va falloir qu'on s'organise. Vous arrivez dans l'équipe, ils ont déjà réglé le problème. Ça m'est arrivé plusieurs fois l'année dernière. Je peux vous dire que ça a été un moment de joie incroyable. Je comprends. Par exemple, on a eu une fin d'année un peu compliquée en comptabilité puisqu'on a eu des corrosions sous contrainte, enfin des sujets nucléaires où on a eu un impact très très fort sur notre activité. On s'est dit mais comment on va faire pour encaisser toute cette activité supplémentaire de fin d'année? Et je suis arrivée sur une revue de perf où je me disais bon bah peut-être qu'ils vont m'interpeller tout ça. Et en fait ils avaient déjà réfléchi, ils avaient déjà mesuré les impacts, ils avaient déjà commencé à travailler sur la mise en place d'un automate eux-mêmes. Ah oui, d'accord. En fait, ça leur donne vraiment une prise de hauteur. Ça les incite à prendre de la hauteur sur des sujets et sans forcément déléguer ça du coup au management, au manager Sans ou au leader. aller retourner vers leur manager pour dire on a tel problème. Mais se dire bon bah ça c'est entre nos mains donc on a les manettes et donc on va le faire. Et je peux vous dire que c'était une émotion incroyable pour moi et des exemples comme ça j'en ai plusieurs. Nous on est là aujourd'hui comme leader dans ce type de démarche pour garantir un cadre. Ce cadre, c'est un cadre de transparence, de confiance, qui se traduit, on l'a vu tout à l'heure, autour de terrain. Tout ça, c'est des signes de confiance. Euh, et en revanche, voilà, être intraitable aussi sur ce cadre. Parce que le collaboratif, c'est pas le laisser faire. Le collaboratif, c'est voilà, il y a des règles, des valeurs d'équipe, et nous, on est garant de ça. Et ensuite, dans ce cadre-là, eh bien, eux, ils ont les manettes et ils n'ont pas besoin de demander 3 signatures, de sectionner 2 comités pour avoir un aval. En revanche, nous aussi, la deuxième engagement qu'on a, nous, leaders, c'est aussi de savoir prendre les manettes quand ils sont démunis. Parce que bah, voilà, les équipes ont beaucoup de compétences, mais parfois, il peut y avoir un frottement avec une autre équipe, des arbitrages à faire, où tout seuls, voilà, ils se sentent un peu démunis. Et nous, par exemple, dans notre codir de direction, un de nos indicateurs phares, c'est la manière dont on va régler et la rapidité à laquelle on va régler les irritants qui nous ont été remontés des équipes. Parce que nous, on est là pour leur simplifier la vie. On est sur une pyramide inversée, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est pas eux qui sont là pour remonter les reportings, c'est nous qui sommes là pour essayer de faire en sorte que leur vie soit plus simple et qu'ils se sentent sur leur vrai métier, parce que le métier, c'est eux qui savent. D'accord. C'est intéressant parce que dans ce que tu dis là, il y a 2 sujets. Il y a être une entreprise libérée, collaborative en tout cas, être une entreprise collaborative. Quand on est
un manager et quand on est un manager. Là, il y a vraiment deux sujets qui sont très, très différents. Pour commencer, on va peut-être parler d'abord de ceux qui sont managés. Alors, est-ce que tu les appelles, est-ce qu'ils ont un nom? Est-ce qu'on les appelle juste les équipes, les salariés, Salariés, collaborateurs, champions. Champions, parfait. Appelons-les donc les champions, les champions. Non, mais voilà, ces équipes, il faut leur donner un cadre, c'est ce que tu disais, pour les aider à se responsabiliser. Ce cadre-là, tu nous expliquais que ça commence par le matin, une revue de performance. Est-ce que c'est tous les matins? Comment ça se passe en fait? Oui, ça dépend des équipes. Donc, on a déjà des rituels de mise en place. Ça commence aussi par le sens. Chaque équipe doit avoir identifié sa raison d'être, le sens, son client, etc. Ça, c'est du BABA. Mais aussi, donc, ils ont des rites qui peuvent être tous les matins, voire 2 fois par semaine. Ça dépend du niveau. Et ça est en poupée russe, y compris jusqu'à Moncodia. Et ces revues, dans ces revues, on commence par une chose très importante, c'est célébrer les succès. D'accord. Parce que ça, c'est essentiel. Et célébrer les succès, c'est c'est déjà reconnaître ce qu'on a bien réussi, mais c'est aussi j'ai bien réussi, mais grâce à quoi? Et est-ce que ça, c'est reproductible? Voilà. D'accord. Donc, il y a ce double effet de je me fais du bien parce que je partage ce succès, et ça, c'est hyper important, mais aussi quelle bonne pratique je vais pouvoir tirer de ça. Et puis, évidemment, il y a aussi la charge, la répartition de la charge de travail, même aussi l'anticipation de la charge qui peut venir. Et puis des partages d'informations, évidemment, santé, sécurité, des sujets comme ça, et aussi la détection des problèmes. Donc, c'est-à-dire, ah bah tiens, hier, moi, j'ai perdu 2 heures. Ouais, ça m'a énervé. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, comment on peut traiter ce problème? Et là, voilà, on décide. Alors, est-ce que c'était un problème, ponctuel hier, c'était comme ça, ou est-ce que ce problème-là, d'autres peuvent le rencontrer? Comment on fait pour que ça se reproduise plus? Et ça, c'est un combat aussi de leader, qui est de dire, je sors de ma résignation et les aider à exposer un problème de manière très posée, très transparente. C'est pas si facile que ça d'exposer ces problèmes avec de manière cartésienne, factuelle, etc. Parce que souvent aussi il y a de l'émotion. Voilà, comment je gère ça? Comment j'expose mon problème ou j'ose exposer mon problème? Parce que parfois dire qu'on a perdu du temps, qu'on n'a pas réussi à gérer le truc, ça peut être un peu compliqué. Donc tout ça, c'est un vrai travail culturel et ça fait partie du cadre que nous, on doit respecter. C'est-à-dire on doit aussi encourager les salariés qui vont remonter ces problèmes et aller contribuer à les résoudre et à faire de la perf et du bien-être au travail. Oui, puisque d'autant plus que tout le monde n'est pas pareil en termes d'éducation, de culture. Il y a des, je vais dire territoire, le mot veut un peu rien dire, mais c'est vrai que qu'on soit plus breton ou qu'on vienne du sud, on est plus ou moins taiseux aussi. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même rapport à l'autre ou à la parole, quoi, cette envie de partager. Donc en effet, ça doit être aussi un challenge pour le leader de gérer le caractère, la personnalité de chacun. Oui, surtout la prise de parole. Donc, il faut effectivement qu'il sache libérer les initiatives, donc libérer la parole, faire en sorte que le timide cause pas trop. Voilà, il faut que chacun, dans ses revues de perf du matin, une des règles, c'est que chacun s'exprime. Voilà. Évidemment, on parle aussi de comment je me sens aujourd'hui, est-ce que je suis surchargée, on travaille aussi l'entraide, voilà, tous ces sujets-là. Et pour épauler ces rythmes du matin, dans la semaine type du manager, et qui va jusqu'à chez moi, hein, quand je dis que je suis une femme de rituel et peut-être la danse m'y a aidé, mais c'est des années de bar, mais c'est hyper important, c'est aussi intégrer donc ces revues de perf avec les équipes, donc une présence terrain importante pour les managers et pour moi aussi. C'est aussi des espaces de coaching, donc des équipes. On a développé le coaching des managers, et on a
former nos managers à des techniques de coaching qui font qu'ils ont aussi des rituels de coaching avec les salariés. Donc, ça débug aussi un certain nombre de sujets. Ça aide aussi à travailler sur ce que vous dites, hein, la culture. Est-ce que comment je vais vaincre ma timidité? Au contraire, est-ce que je prends pas un peu toute la place dans l'équipe? Voilà. Complètement. Ouais, du coup, c'est un peu ce qu'on disait. Autant dans des entreprises collaboratives comme ça, le manager va être sollicité, énormément sollicité, mais aussi le leader lui-même doit évoluer parce qu'on est vraiment sur un leader qui accompagne. Et comme tu le disais au début, c'est vraiment une aventure humaine. Donc le leader a un rôle qui est quand même assez atypique et qui n'est, j'imagine, pas forcément facile tous les jours. Alors moi, je trouve ça passionnant. Quand on a vraiment passé le cap, je pense que il peut y avoir des managers qui ont du mal à rentrer dans ces démarches, souvent des managers qui peuvent être un peu contrôlants. Alors, c'est assez drôle parce qu'on a démarré ça sur des populations de comptables, de gestion de la paye. Donc, vous imaginez quand même, on est dans des sujets de process où il y a quand même beaucoup de sujets qui peuvent être contrôlants. Et on a réussi sur des activités très processées. Mais effectivement, savoir abandonner une partie du contrôle et faire confiance, ça oblige à faire un gap. Et je le disais tout à l'heure aussi, savoir des fois planter un indicateur pour se dire, on a planté cet indicateur, mais parce qu'on estime qu'on va travailler sur le fond et que c'est pas comme ça qu'on a envie de bosser et qu'on fait le pari qu'on va améliorer durablement la situation. Et ça, voilà. Et pour ça, il faut que nous, dirigeants, on puisse encourager nos managers et leur dire que les nouvelles règles du jeu, c'est ça, pour que eux ils se sentent à l'aise ensuite. Donc ça nécessite aussi une authenticité et une exemplarité de dire ce que je propose et que je préconise dans les équipes, moi je dois le faire aussi. Donc si à chaque fois qu'ils me posent un problème, je leur dis oh là là, mais c'est pas vrai, vous avez J'ai pas le encore temps, fait n'importe encore quoi, vous. voilà, c'est ça. Et le j'ai pas le temps est aussi un sujet extrêmement important. C'est des sujets actuels qui me préoccupent le plus. J'ai la chance d'avoir une gestion de mon temps qui est vraiment, je pense, assez facile. Et voilà, j'ai un peu ça dans mes gènes, probablement. Encore des années de danse où on sait mesurer l'effort, savoir ce qui est l'essentiel, etc. Mais la question de la gestion du temps dans ces démarches-là est cruciale. Parce que souvent, quand on leur dit, on va lancer ces démarches, ouais, mais j'ai pas le temps. Et je peux pas, là, il faut que je contrôle, je vais pas avoir le temps de m'occuper de ça, etc. Donc, ce sujet de la gestion du temps, il faut la traiter, notamment dans le passage qui est délicat de le manager ancien format, qui est beaucoup dans le métier, beaucoup dans le contrôle et tout, et qui va passer à un cap, mais pendant qu'il passe ce cap et qu'il accompagne ses salariés, il fait un peu les deux. Donc, il faut qu'il arrive à franchir ça. Et bon, pour ça, il y a de l'accompagnement des managers, l'accompagnement de coaching. Voilà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus l'effort et l'investissement. C'est ça, hein, moi je le présente comme ça, qu'on a à faire avec nos managers pour aller vers ces démarches. Mais franchement, ça en vaut la peine. Justement, par rapport à ce que tu dis par rapport au temps, toi, tu as un emploi du temps qui est très particulier parce que tu as à la fois cette envie, ce besoin d'être dans la vision stratégique, dans le demain, et en même temps garder un petit peu les pieds sur terre, sur le terrain. Et ça a une influence sur ton organisation au quotidien. Ton emploi du temps s'organise comment ? Sans arrêt entre la stratégie, l'inspiration et le terrain. Et je puise ma force dans le terrain. Je leur dis toujours parce que chaque semaine, je fais au moins une revue de performance terrain. C'est extrêmement énergisant, vraiment. Alors, bon, parfois, on a aussi des équipes qui peuvent être à des moments un peu tendus et tout ça. Et là, c'est stimulant. Et là, je me dis, chouette, je vais pouvoir aussi les aider parce que c'est aussi important pour moi de dire que je vais leur apporter des choses. Et donc, j'ai aussi de l'accompagnement de mes collaborateurs, évidemment aussi quelques revues de perf de mon codir, évidemment aussi les échéances que j'ai avec le codir de mon membre du COMEX, qui est mon patron, parce que je suis rattachée à un membre du COMEX de DF. Mais tout ça s'organise très bien parce que j'ai des rites très précis et il y a des choses
que je ne vais jamais mettre de côté, notamment aussi deux choses qui me semblent importantes en tant que leader. La première, c'est avoir du temps pour moi et pour mon inspiration. Parce que je pense qu'un des rôles du leader aujourd'hui, c'est de maintenir ce cadre dont j'ai parlé, mais c'est aussi de pouvoir inspirer ses collaborateurs. Ils sont beaucoup en demande d'avoir des éléments d'inspiration. Donc, si je veux les inspirer, il faut que moi aussi, je sois ouverte. On parlait d'innovation tout à l'heure, à tout ce qui existe, à ce qui se fait. Et puis, le deuxième sujet qui est hyper important pour moi dans la gestion du temps, c'est que je fais chaque semaine un point sur quoi j'ai mis mon énergie cette semaine. Ah oui. Et forcément, comme on a des revues de perf hebdomadaires aussi à la Mycodia, eh bien, cette semaine, j'ai passé du temps là-dessus. Est-ce que c'était la valeur ajoutée? Est-ce que c'était la bonne dose d'énergie? Là, j'ai pas passé beaucoup de temps. Est-ce que c'était la valeur? Et je pense que cette démarche et ce rituel, pour moi, il est incontournable. Ça va avec la fin de la semaine, ce que j'ai fait, c'est quoi mes engagements pour la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de réussir. Et ça contribue à s'assurer qu'on est sur les bons sujets. Parfois, voilà, faut être honnête, on a passé du temps sur des trucs qui sont pas à valeur parce que ça arrive aussi et que parfois il faut le faire. Mais s'assurer quand même que globalement, c'est pas toutes les semaines que je vais me dire, ah non mais là j'ai passé du temps sur des trucs qui avaient aucune valeur. Et se dire que on se pose aussi cette question en revue de perf entre nous. Qu'est-ce que j'ai amélioré cette semaine? Et ça fait un bien fou. Voilà. Donc, c'est ces petits rituels-là de gestion du temps qui me semblent incontournables et super importants. Oui, et du coup, au-delà de la gestion du temps, de ce que je comprends, de ce que tu dis, une des missions aussi du leader, c'est d'être en questionnement perpétuel. Tu le disais, autant l'inspiration, ça c'est un fait, mais aussi auprès des équipes qu'il va accompagner. Est-ce que j'accompagne bien? Enfin, j'imagine qu'il y a une remise en question aussi qui est importante. Plutôt qu'une grande remise en cause en question globale, je trouve que c'est beaucoup plus facile régulièrement de s'interroger sur est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que ça a apporté des choses, bon ça ok, ça n'a pas marché, très bien, bon ok, voilà. Sans se remettre complètement en cause, hein. Oui. Moi, je suis plutôt sur la valorisation des forces, hein, tu l'as compris. C'est vrai que dans ce que tu dis là, il y a cette image aussi que le manager est là pour donner des moyens aux équipes de réaliser ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont accompli. Ça permet aussi une certaine prise de hauteur, en fait. Elina, on arrive déjà bientôt à la fin de cet épisode. J'ai deux questions pour terminer. La première, c'est est-ce que tu as des défis à venir pour cette rentrée, des bonnes résolutions peut-être, d'autres projets? Ah ben, mon défi, je vais partager avec toi. Quand j'ai fini d'écrire mon dernier article, c'était sur le coaching des managers. Et je l'envoie à ma mère parce que j'aime bien avoir ces échanges avec elle. Et elle me dit, oui, alors c'est bien gentil tes articles, là, ton management innovant et tout, mais à quoi ça sert la planète? Wow. Et donc, je me suis dit, mais en fait, ma mère a toujours raison, forcément. Et donc, c'est mon défi, c'est-à-dire comment faire que ce type de management serve aussi le développement durable. Donc, c'est pour ça que maintenant, je l'appelle aussi leadership durable, parce que je pense que en prenant soin des salariés et en faisant en sorte qu'ils soient engagés, qu'ils soient bien, eux-mêmes vont probablement prendre soin de la planète. C'est ça qui fera qu'on sera tous mieux et qu'on pourra prendre soin aussi des autres. C'est Emre Jacquia qui disait l'entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas. Et il parle de l'entreprise en tant que telle aussi, mais aussi de chaque individu, chaque collaborateur de l'entreprise. Vraiment remettre les enjeux environnementaux au cœur de nos quotidiens et même de notre travail, quoi. C'est très intéressant. Ma dernière question, c'est sur une citation, une histoire qui t'inspire, que tu as envie de nous raconter. Est-ce que tu en as une à nous partager? Ah bah justement, la transition est belle avec le colibri. Parfait. C'est vraiment, alors que je suis une totale fan de Pierre Rabhi, évidemment, qui avait repris cette histoire du colibri. Je l'ai raconté assez souvent aux managers. Je l'utilise assez souvent. J'aime beaucoup les métaphores animalières. Je trouve qu'on a beaucoup à s'inspirer du vivant aussi. Et j'adore cette image du colibri de chacun fait sa part.
Et j'ai eu le bonheur d'expérimenter il y a peu de temps. On avait lancé un petit défi justement sur ma petite planète, comment on fait pour chacun s'entraider, se trouver des bonnes idées, économiser l'eau, l'énergie, etc. Et j'ai pu mesurer comment finalement on peut aussi faire un collectif de colibris. Et ça a une puissance phénoménale parce que chacun fait sa part, mais quand vous connectez tous ces colibris ensemble, eh bien, c'est une expérience extraordinaire, humaine et en plus efficace pour la planète parce que je vous garantis que cette équipe de colibris, elle a économisé un peu de CO2 et en plus, elle y a pris plaisir. Ouais, c'est top. Voilà. C'est top. Donc, pour moi, c'est ça, c'est le colibri. Pour revenir sur cette petite histoire du colibri, du coup, on peut peut-être la raconter. C'est le petit oiseau qui essaie de sauver la forêt qui brûle. Et tout le monde se moque de lui en disant, mais enfin, toi, c'est pas avec ton petit bec et que tu vas pouvoir, avec le peu d'eau qu'il y a dans ton bec, tu vas arriver à éteindre la forêt. Et il répond, bah, peut-être, mais je fais ma part. Et moi, j'ai la conviction que avec plein de colibris, on va finir par éteindre le feu dans la forêt. Super, bon bah merci beaucoup Elina, c'était vraiment très intéressant. Pour résumer brièvement notre échange, on a vu à quel point la posture que toi tu as, qui est une posture authentique, qui est sincère, à quel point cette posture du dirigeant est importante et va impacter au final tout le management et comment aussi il faut avoir un cadre clair pour permettre au final à chaque collaborateur de trouver sa place et de se responsabiliser. Voilà, c'était un petit peu les notions là qui me viennent tout de suite. On a aussi parlé de la formation du coaching managérial qui est essentiel. Donc c'était très riche et très intéressant. Merci beaucoup Elina. Merci et voilà, continuons à cultiver l'incroyable dans des belles équipes. Parfait, belle conclusion. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.